Pam, 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 pam. Vous avez reconnu la magnifique musique de John Williams. Bonjour à tous, bonne année et bienvenue dans le nouveau podcast Cloneweb, 3e du nom. On revient après un petit peu quelques mois d'absence pour parler évidemment de Star Wars, la guerre des étoiles. Podcast un petit peu événement. On passe un mois après la sortie du film pour avoir un petit peu de recul et parler un peu plus posément de la chose sans l'excitation des premiers jours. Et je suis un vrai conseil Jedi autour de cette table, puisque tout d'abord à ma droite j'ai quelqu'un qui a écrit carrément un bouquin sur George Lucas, c'est vous dire s'il ne rigole pas sur le sujet. Rafik, tu es aussi rédacteur en chef de Beats. Voilà, Rafik Toumi, bienvenue. Bienvenue, merci de l'accueil. Et les notes que tu as chantées là, c'était Crime sans châtiment de Heinrich Wolfgang Korngold. Je me suis planté. Ah, je me suis planté, c'est dommage. À côté, il y a un autre Jedi. On l'entend mais déjà. que je ne suis que peu de choses à côté du puits de science qui m'avoisine sur mon flanc gauche. Mais je tu me es tais. quand même rédacteur en chef du Daily Mars, donc les planètes et l'espace, ça te connaît. Tu es aussi pigiste pour GQ et pour Le Parisien. Philippe Gage, bienvenue. Merci Jean-Victor, merci à tous. Merci. En face, on a un autre spécialiste de Star Wars, puisqu'il a écumé toutes les versions, il connaît toutes les différences entre toutes les versions, il est aussi en train d'écrire un livre sur Star Wars, ça veut dire si ça rigole pas. C'est clair. Vous l'avez déjà vu sur Cloneweb, vous pouvez le lire aussi sur le Filmosphère, et vous l'avez vu dans le Festival des bons films. Alexis, salut. Bonjour Jean-Victor. Et enfin, celui sans qui ce site n'existerait pas, celui sans qui Star Wars peut-être... non, toi tu n'existerais pas si Star Wars n'existait pas peut-être. Le Plutôt boss dans des ce sens-là, lieux, le maître Jedi absolu, Marc, bienvenue. Bonsoir. On va donc parler évidemment de Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, réalisé par J.J. Abrams. On va essayer un petit peu de débattre du film, mais aussi de revenir un peu sur tout ce qui entoure le film, notamment sa promotion, ce qui le diffère des précédents, etc. Et on va commencer avec une date fatidique, le 30 octobre 2012. Ce n'était pas la fin du monde, mais c'était Disney qui a racheté Lucasfilm, une annonce auquel peu de gens s'attendaient. Et je voulais d'abord commencer, avant de parler du film, savoir un petit peu comment vous avez vécu ce rachat, si vous l'aviez vu venir, et comment vous avez senti cette perturbation dans la Force. On va commencer par toi, Rafik, puisque tu as... On va commencer par le puits de science, comme l'a qualifié Dans lequel on aime à plonger. Philippe Gage, qui a oublié de préciser qu'il a passé son enfance à jeter des gros cailloux dans les puits. Voilà, c'est ça. C'est vrai aussi. C'était donc toi qui me stalkais, vieux dégueulasse. Le rachat de Lucasfilm par Disney, moi je l'ai pas vu venir. Mais après, a posteriori, il me semblait cohérent dans la démarche de désengagement que Lucas avait entamé bien des années auparavant, puisqu'il a toujours considéré, au moins depuis le début des années 80, que Star Wars était une malédiction. Et ses amis proches, comme Coppola, considéraient même que une saga comme Star Wars nous a privés, dit-il, d'un grand cinéaste. Donc en fait, Lucas a passé toutes ces années-là ballotté entre l'amour absolu et fanatique des fans et son proche entourage qui, d'une certaine façon, considérait qu'il s'était perdu avec ça. Donc voilà. Et puis bien sûr, c'est probablement une des personnes les plus trollées du 21e siècle sur Internet. Quoi qu'il fasse, de toute façon, il avait tort. Donc je pense qu'effectivement, au bout d'un moment, il n'a plus vu que cette porte de sortie. Est-ce qu'on peut dire qu'il a acheté l'éponge quelque part ? Oui, enfin l'éponge était déjà bien entamée. Non, mais enfin, je veux dire, le bras de fer qu'il a commencé à mener avec les majors à la fin des années 70, quand Star Wars lui a donné les pleins pouvoirs, lui permis de monter Lucasfilm, on était quand même dans une période de restructuration à Hollywood, où des gens comme Lucas et Spielberg avaient la main haute. Ils avaient le bon deal en fait. Il a fallu des années pour que Hollywood se reconstitue, que la machine puissante se reconstitue, et sur le 21e siècle, c'était évident que le pouvoir n'était plus du côté de ces gens-là. Des Spielberg, des James Cameron, des Peter Jackson ont les pires difficultés du monde à monter leurs projets. Ils y parviennent, mais ils ont vraiment les pires difficultés du monde, alors que ce sont censés être les blockbuster makers par excellence. Lucas et Spielberg ont fait une déclaration à peu près à cette période-là, qui allait dans le sens d'une prophétie terrible par rapport à ce qui nous attendait. Et du coup, comment vous l'avez vécu justement ce truc-là ? Vous êtes dit chouette, Star Wars revient, non, ça va être de la merde ? Alors moi, mon point de vue a un peu évolué entre cette époque-là et la sortie du film, mais je l'ai vécu, je l'ai rejeté au début. C'est quand j'ai lu l'annonce la première fois, quand j'ai découvert sur Internet qu'il y allait avoir un 7e Star Wars, plus l'annonce d'un futur film en fait que le rachat.
parce que le rachat, ça aurait pu être purement marketing ou commercial, et ils auraient pu, je sais pas, continuer les séries télé et ce que Lucas avait éventuellement dans un coin de sa tête. Mais moi, quand on m'a dit Star Wars 7, j'ai fait non, je veux pas de ça, quoi. Star Wars, pour moi, ça s'est arrêté avec la revanche de Sith, voire même avec le retour du Jedi. Du coup, j'ai vraiment eu une période de rejet où je me suis dit c'est pas possible, je veux pas entendre parler de ce truc-là. Moi, ça a été un gros choc puisque à ce moment-là, je préparais un mémoire sur Star Wars, justement sur les différentes versions, et pour le coup, ça a complètement bouleversé ma façon de voir les choses, puisque bon, l'auteur qui avait pendant 30 ans, 35 ans défendu plus ou moins sa vision et qui s'était fait troller justement à la fin des années 90, début 2000 sur la prélogie, le fait qu'il abandonne comme ça à Disney son œuvre, enfin à 40 ans de sa vie, ça m'a fait un petit choc, mais ça m'a fait réfléchir sur la situation, parce que Lucas, comme j'ai bossé justement les différentes versions des films, c'est un moyen pour lui de maintenir en vie ses œuvres, puisque en retouchant ses films, c'était un moyen de les garder en vie, c'était toujours des work in progress, et de revendre Disney, c'était un moyen pour lui de garder une porte ouverte, comme quoi Star Wars continuerait après lui. Après, le problème, c'est que je n'avais pas perçu de base, comment dire, l'angle marvelisation du projet de Star Wars, où en gros on aurait un film tous les ans qui serait produit au rythme industriel et qui soit pas réfléchi au moins avec un rythme tous les 3 ans comme il y avait eu pour la prélogie. Là, ça, je m'y attendais pas à ça, alors que pourtant il y a des personnes de qualité. Il y a Kathleen Kennedy que je respecte énormément, qui est à la tête de Lucasfilm, même anciennement la productrice de Steven Spielberg. Voilà, et puis même J.J. Abrams que j'aime énormément. Et bon, moi j'ai été déçu sur Star Wars 7, alors que justement il y a beaucoup de personnes estimables qui sont derrière le projet, et compte tenu du résultat, j'étais sacrément déçu. Non, enfin moi je m'y attendais, j'avais vu venir le coup depuis plusieurs mois bien sûr, et non je déconne. Non, j'ai été cueilli comme tout le monde. Le premier truc que je me suis dit d'ailleurs c'était les cons, ils ont réussi leur coup comme avec Marvel à nous surprendre absolument tous, et là il faut saluer je pense l'extrême rouerie de Bob Iger, le grand patron de Disney, quoi, qui a, si l'on en croit les récits qu'on a lus dans la presse américaine, a vraiment très patiemment tisser sa toile de conviction auprès de Lucas pour à la fois le convaincre de lui céder sa franchise, enfin, tout son empire, de céder à Disney son empire, et en plus d'amorcer la pompe d'une nouvelle trilogie. Donc bravo Disney pour ça. Moi sur le coup j'ai eu des sentiments mitigés, passé l'effet de surprise. À la fois en fait j'ai pas ressenti grand chose, comme si j'avais finalement un peu c'est le syndrome Murtaugh, quoi. J'ai peut-être I'm too old for this shit, quoi. Donc et en même temps il y avait une petite c'est un vieux fantasme de jeunesse quand même, cette trilogie post-Retour du Jedi, que je me rappelle dans mon adolescence, on nous avait promis un moment, on espérait, on attendait, avant que finalement Lucas nous douche tous et dise mais non, ça n'arrivera jamais. Et donc voilà, il y a eu un peu sur le coup, il y a eu un petit frémissement, genre quand même on va savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui va se passer 30 ans après le Retour du Jedi. Donc il y a un petit peu de ça, tout en étant là également quand même sur la réserve par rapport à ce que Alexis mentionnait, c'est-à-dire la marvelisation du projet avec cette cadence presque tayloriste, quoi, d'un Star Wars par an, avec ses spin-offs. Voilà, donc tout ça étant très mitigé. Et donc par rapport aux impressions que vous étiez fait à l'époque du rachat, est-ce que vous avez eu des surprises ou pas du tout dans la promotion du film? Et déjà dans l'annonce de J.J. Abrams et du projet, pas et trop, ensuite dans la promotion, ça a été fait. Vraiment pas, pour le coup. Non, effectivement, si on décide de regarder ça sous l'angle politique et pas sous l'angle de fan de Star Wars, oui, c'était évident qu'effectivement la marvelisation de la franchise était programmée. Enfin, et c'est là où pour moi c'est un symbole très fort. Déjà, ça a été un symbole fort que Lucas revende à Disney, qui est pas n'importe quel major, qui dans les années 70 c'était la seule major qui possédait a priori le marché des films un peu fantaisistes, etc., qui d'ailleurs était sur un gros projet de film de SF qui est plus tard devenu le Trou Noir, avant que Lucas ne s'engage. Il leur avait pas proposé Star Wars, d'ailleurs. Il n'avait pas proposé Star Wars, non, il leur avait, il cherchait des techniciens d'effets spéciaux, il y avait que ceux de Disney qui à l'époque étaient en mesure de bosser sur les blockbusters, sauf que les types étaient complètement largués par
l'avancée l'imagerie, technologique, voilà. Et c'est là où vous avez eu l'idée, effectivement, d'aller dans ces conventions d'électronique pour aller chercher les petits génies qui allaient faire le gros d'ILM. Mais c'était plus par dépit, parce que les gars de Disney leur disaient que rien qu'en effets spéciaux, c'était 10 millions de dollars. Et le film, à ce moment-là, était budgété à 3,5. Mais c'est, voilà, mais comment dire, ses amis disaient de Lucas qu'il était en train de faire du Disney au moment où il préparait son projet. Sauf que Star Wars, en tout cas pour ceux qui l'ont vu débouler à cette époque-là, ça n'avait rien à voir avec l'imagerie disneyienne. Il y avait quelque chose de nouveau venait de se créer, qui bien sûr par la suite a régénéré tout un pan d'Hollywood. Du coup, si on n'a pas vécu cette époque, on a l'impression que ça toujours existé cet état d'esprit. Mais non, Star Wars, ça a été un symbole culturel extrêmement fort parce qu'il a vraiment ouvert une nouvelle ère culturelle. Et c'est là où le rachat par Disney ferme cette parenthèse, et d'une façon, je trouve, assez violente, puisque le Disney d'aujourd'hui n'est pas le Disney des années 70. Celui de Bob Iger est effectivement une major qui est née de l'étude très attentive de son public par la grâce d'Internet. Internet a modifié énormément de choses dans la façon de procéder des majors et donne beaucoup plus de pouvoir au département justement marketing, d'avant-production, si tu veux. Puisque maintenant on sait a priori ce que les gens attendent de voir, et donc on leur prépare le produit en fonction. Avant, les enquêtes elles étaient floues, et donc voilà, on va parvenir sur la marvelisation d'Hollywood, c'est un débat en soi, mais Star Wars ayant été le film qui avait ouvert une brèche, on va dire geek pour simplifier, quelque chose qui était sous le radar que l'industrie n'avait pas calculé et qu'elle a mis énormément de temps à comprendre, de voir qu'aujourd'hui les deux principaux pôles de la geek culture, qui étaient les super-héros et Star Wars, sont complètement avalés digérés par cette machine qui maintenant prétend donner aux gens ce qu'ils attendent, alors qu'ils devraient être les derniers à savoir. Dans le meilleur des mondes, les majors devraient être largués par les événements. Elles devraient être tout le temps en train de courir après le public, et pas en train de lui préparer 10 ans à l'avance ce qu'il va bouffer. Il est remonté Rafik, hein, moi je vous le dis. Ouais, d'ailleurs, ce qui est très ambigu, c'est quand même on donne aux gens ce qu'ils attendent, ce qu'ils demandent, et pourtant il y a toute une politique du spoiler. On ne doit pas révéler alors qu'on sait plus ou moins ce qui va se passer, puisqu'on répond exactement à la demande. Mais pour insister aussi sur un changement d'état d'esprit au niveau du public, là, si dans cet épisode, ils décident de faire revenir Han Solo, la princesse Leia, etc., c'est en fonction des études de marché qu'ils ont, quoi, parce que les fans ne pourront pas apprécier un Star Wars s'il n'y a pas ces personnages récurrents. Il faut savoir qu'à l'époque où Lucas annonçait ce qu'allaient être les épisodes 7, 8, 9, les seuls personnages récurrents de toute la saga devaient être R2-D2 et Z6PO. Mais d'une trilogie à l'autre, on n'avait plus du tout les mêmes personnages. Et pourquoi ils annonçaient ça comme ça à l'époque ? Parce que ça aurait été jugé inconvenant de faire des films qui reprennent, comme dans un feuilleton, les personnages sur différentes époques. Quand on allait au cinéma, c'était pour découvrir un truc nouveau. Mais c'est marrant, parce que tu évoques là, justement, ça me fait penser au fait qu'on est dans une ère autant ou moins que de marvelisation, mais vraiment de sérialisation des films, de feuilletonisation des films. Et toi, tu dis qu'à cette époque-là, ça aurait été jugé inconvenant, mais voilà, 30 ans plus tard, on est dans une ère où, au contraire, il faut feuilletoniser les films, et c'est complètement dans cette optique-là qu'ils ont été pensés. Et sinon, un mec comme J.J. Abrams, c'était le choix logique pour impulser le premier d'entre eux, quoi. Sachant qu'avant J.J. Abrams, il y a eu Brad Bird, il y a eu, semblerait, des Fincher, etc., qui ont envoyé bouler le truc. Ouais, enfin, c'était un peu logique. Je sais pas trop quelle place ils auraient trouvé dans cette machine. Hein, mais justement, Brad Bird, il a eu des cas de conscience quand même. C'est le scénariste de Tomorrowland, Damon Lindelof, qui dit qu'il a usé de toute sa ruse juive pour s'assurer que Brad Bird finisse par faire Tomorrowland, en lui disant précisément, mais tu devrais le faire, c'est Star Wars quand même, etc. Enfin, en gros, en lui mettant une pression pas possible sur le rôle qu'il devait jouer en reprenant cette saga mythique, en sachant très bien qu'au bout du compte, Brad Bird s'en désengagerait parce que ça te vampirise, un truc comme ça. On parle même pas de la gestion avec les studios, mais devoir passer sur une saga qui a été, encore une fois, un monument culturel, ça te tue, un truc comme ça. Et justement, comment est-ce que vous évaluez la marge de manœuvre
qu'ont eu non seulement J.J. Abrams, mais aussi Kathleen Kennedy, qui est quand même quelqu'un d'important et quelqu'un de talentueux sur le film. Est-ce qu'au final, c'est vraiment leur film? Est-ce qu'au final, Disney n'a pas préparé le truc en amont et eux, ils ont juste rempli un cahier des charges ultra strict? Comment est-ce que vous en voyez ça? Moi, j'ai eu la sensation super perso d'être trompé, en fait. Parce que quand on t'annonce que Lawrence Kasdan revient, quand on t'annonce que Kathleen Kennedy, qui est quand même une personne estimable, s'implique là-dedans, quand on t'annonce que Abrams, qui pour moi n'était pas un choix totalement déconnant, s'implique dans l'histoire, moi je voyais quelque chose d'un peu hors Marvelisation, justement, tu vois, un truc un peu, pas une production à la Kevin Feige où finalement tous les films se ressemblent à la fin et on commence à être largement saoulé. J'avais un espoir. J'aime le film. Voilà, un nouvel espoir. J'aime 2 sur 20. J'aime bien le résultat définitif. Moi, j'aime assez bien le réveil de la force pour pas mal de choses. Mais à ce niveau-là, j'ai vraiment eu la sensation d'être trompé à base de ah ouais, mais en fait, non, c'est pareil que chez Marvel. Dans le sens où j'ai pas eu de surprise, dans le sens où c'est hyper calibré, où ça ressemble à l'épisode 4, dans le sens où les rumeurs du moment parlent de sérialisation à mort, puisque le spoiler du moment, ce qui est sans doute pas vrai, ce serait que la mère de Rey soit la pilote de X-Wing de Rogue One. Donc du coup, en ce moment, il y a aussi une liste de noms du futur Han Solo qui circule. Pourquoi est-ce qu'il serait casté si rapidement? C'est parce qu'on veut qu'il ait une apparition dans Rogue One. Donc on est totalement dans l'univers Marvel où tout le monde se croise tout le temps, où tout est mélangé et ça nous emmerde en fait. À la base aussi, normalement, Abrams, quand il a signé, au départ, il devait pas le faire. On lui avait demandé une première fois, il a dit non, c'est trop grand pour moi, j'ai pas envie, trop de pression. Bon, on a réussi à le convaincre, sachant que déjà le premier Star Trek, c'est plus ou moins un remake assumé du premier Star Wars. Mais pour le coup, réussi, le gars, il avait compris les codes qu'il reprenait. Et normalement, il devait être réalisateur et producteur sur la trilogie. Il devait faire le 7, le 8, le 9. Finalement, Disney a réussi à convaincre de le limiter justement sur le 7e et puis de donner la réalisation donc à Rian Johnson sur le 8 et finalement Colin Trevorrow sur le 9. Après, j'ai pu récupérer le scénario donc le shooting script, donc la dernière version du scénario de l'épisode 7. Et quand tu lis, c'est vraiment plan pour plan. Il n'y a aucune modification parce que d'habitude sur les scénarios, il y a quelques petites modifications, il y a un dialogue différent ou une vision différente. Non, là, c'est vraiment plan pour plan à la seconde près. Les mouvements des personnages, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune surprise. Donc, apparemment, il n'y a pas eu tellement de... C'est daté de quand? Elle est datée de quand, cette version-là? C'est juste avant le début du tournage. Juste avant le début du tournage, voilà. Parce qu'effectivement, il y avait des rumeurs insistantes comme quoi il y a eu d'énormes changements et de réécriture dans les dernières semaines précédant le tournage, qui a évidemment et tous les problèmes qui peuvent subvenir en termes de décors, de costumes, etc. Mais quand on parlait tout à l'heure de la marge de manœuvre de Kathleen Kennedy et J.J. Abrams, effectivement, moi je pense que le film globalement ne m'a pas surpris. J'ai une certaine indifférence vis-à-vis des films d'Abrams. Enfin, il me gêne pas plus que ça. Comment ? Pareil. Oui, c'est ça. Pour Abrams, pour les films d'Abrams. Ils me mettent pas en colère, mais j'ai tendance à les oublier en les regardant. Donc je me doutais que ça allait me faire le même effet qu'un Mission Impossible 3, en gros. Par contre, ma surprise, elle vient de la tenue du récit, parce que ça reste un scénariste aussi. Kasdan n'est pas non plus un manchot, et là, je trouve que pour le coup, il y a un creux, quoi. Il y a vraiment, notamment au niveau des personnages principaux, des nouveaux personnages principaux, il y a un manque d'écriture flagrant que je ne peux pas attribuer aux scénaristes qui sont là, aux scénaristes qui sont crédités. Sachant qu'il y avait aussi Michael Arndt, scénariste de Toy Story 3, qui a écrit le premier jet. Voilà. Et le personnage de Rey, enfin, je sais que je me suis fait beaucoup d'ennemis sur Twitter en la qualifiant de potiche, mais c'est terrible. Enfin, ce personnage n'existe pas. Elle a moins de fonction que Chewbacca dans l'épisode 4. Quoi. Elle est là pour réparer le vaisseau et ouvrir une porte. Quoi. Donc, enfin, en termes c'est quand même elle que le récit suit du début à la fin. Le récit la suit dans toute sa transparence, c'est-à-dire qu'elle
elle n'a pas vraiment de conflit intérieur, pas de choix difficiles à faire, et ses actions ne font pas agir et réagir au récit. Moi, j'ai eu gens autour d'elle. Finn, le personnage de Finn a beaucoup plus d'actions dignes d'un personnage principal qu'elle n'en a. Et ça, je trouve ça terrible. Surtout, on parle de Disney, surtout qu'il y avait, en termes de personnages d'héroïnes féminins, il y avait eu Tomorrowland juste avant. Si on veut faire la comparaison entre ce que c'est qu'un personnage qui dirige une intrigue et un personnage qui l'a subi, c'est de la part d'Abrams et de Kasdan et Kathleen Kennedy, ça c'est le point qui me surprend. Le fait qu'ils aient laissé à ce point tomber leur personnage principal. Et je te trouve un peu dur avec son personnage. Hein. Moi j'ai à peu près vraiment grosso modo les mêmes réserves que toi sur le film. Mais ne serait-ce que la scène de confrontation, enfin, je sais pas, est-ce qu'on spoil? Oui, on peut spoiler. Oui, de confrontation finale avec Kylo Ren. Moi, justement, cette scène-là m'a vraiment donné l'impression au contraire que Finn était finalement, alors que les premières promos du film donnaient l'impression que c'était lui le héros, t'as plus l'impression d'un sidekick un peu comique. Et qui passe souvent pour un bouffon quand même, alors que elle, il y a quand même tout un jeu autour de la noblesse du personnage. C'est elle l'élu, c'est elle qui sait servir du sabre laser, c'est elle qui fout la pâtée à Kylo Ren. Enfin, je trouve qu'elle est pas si mal traitée que ça, et je trouve que l'interprétation de Daisy Ridley est assez à la hauteur. Enfin, moi personnellement, c'est le personnage que j'ai trouvé le moins inintéressant de tout le cast, quoi. Il y a un aspect peut-être aussi lié à ce qu'on disait sur la sérialisation, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'éléments du personnage qui sont laissés en suspens, beaucoup trop peut-être, mais il y a beaucoup de choses qui, à mon avis, seront dévoilées dans le film suivant. La différence, c'est que en 77, Lucas il a fait un film qui avait une fin, parce qu'il y a une vraie fin à Un Nouvel Espoir, avec la possibilité qu'il n'y ait jamais de suite derrière potentiellement. Donc il y avait une espèce de une nécessité d'écriture, de faire des personnages entiers, parce qu'il y avait cette fin. Là maintenant, on sait qu'on est parti pour au moins une trilogie, si pas plus. Donc du coup, je pense qu'il y a un petit côté, on va délayer la sauce et les éléments seront dans le suivant. Moi, ça me gêne à moitié, parce que j'ai toujours l'impression que quand je regarde la trilogie originale, j'ai une vision d'ensemble, parce que dans mon souvenir, c'est un truc, j'ai jamais vu les films, j'ai aucun souvenir de l'épisode 4 pris tout seul. Personne n'a de souvenir. Je sais pas si quelqu'un autour de cette table a peut-être les plus âgés à droite de cette table, peut-être les plus âgés, mais voilà, quand on a 30 ans maintenant, on a vu la trilogie d'un coup, et donc la vision du personnage, on l'a étalée sur 3 films. Je sais pas si je suis très clair dans mon propos, mais l'idée c'est de dire peut-être qu'il faudrait laisser une chance à l'épisode 8 pour gonfler le truc et voir après. Alors, on est dans de la prod Disney et de la sérialisation, etc. On vient d'en parler, donc c'est pas sûr que ce soit gagné. Mais moi, j'espère être encore un peu naïf. J'ai envie d'être un peu naïf un peu plus longtemps et dire, voilà, laissons un film supplémentaire au personnage d'avoir de la bouteille. Oui, mais après, moi, quand tu découvres Luke dans le premier épisode en 77, le personnage il est déjà complet. Après, dans les autres épisodes, il se développe, mais sa caractérisation, elle est complète. Sa caractérisation, elle est faite dans les 10 premières secondes. En termes d'écriture, c'est juste stupéfiant. Et son premier choix, il arrive dans la scène suivante, quand il est face à son oncle et sa tante. Enfin, je veux dire, effectivement, tu fais bien de le rappeler, mais en 77, les gens qui vont voir Star Wars ne savent pas ce que c'est que Star Wars. Donc leur seul point d'ancrage, c'est Luke Skywalker. Donc si ce personnage ne fonctionne pas, c'est tout le film qui s'écroule. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Lucas a tellement souffert sur ce scénario, c'est que sa femme passait son temps à lui dire « Je m'en fous de ce Luke Skywalker, il m'intéresse pas », et il repartait pour écrire comment je peux faire en sorte que ce personnage intéresse immédiatement le public. Donc il y a eu une focalisation sur l'écriture de ce personnage et de son évolution, qui est tellement bien faite, comme souvent dans ces cas-là, tellement bien faite que du coup on ne la voit plus. On voit plus la richesse du personnage. C'est lui qui soutient l'intrigue. Et le personnage de Rey devrait avoir ce rôle-là. Elle ne l'a pas. Ce qui soutient l'épisode 7, c'est l'univers Star Wars et la familiarité qu'on a avec lui. Puis après, même son personnage de Rey, justement, on nous dit pendant le film, attention, on va nous révéler des choses sur son passé, attention, on va encore apprendre sur ce personnage-là. Donc en gros, à la fin du film, on nous dit, voilà, le personnage principal est incomplet. Donc là, c'est quand même un peu dommage qu'on ait un personnage principal incomplet, qu'on ne sache pas donc déjà qui c'est de base, et en nous disant, bah, vous comprendrez pourquoi ses motivations dans l'épisode suivant. Exactement.
Et justement, sur le parcours de Rey, il y a tout un parallèle qui a été établi avec Luke Skywalker. Qu'est-ce que pour vous la différencie fondamentalement d'un Luke Skywalker? Parce que certains pourraient, c'est pas forcément mon point de vue, mais il y a des gens qui vous rétorqueraient que c'est la même chose, que ça commence sur Tatooine avec quelqu'un qui veut se barrer de la planète. Qu'est-ce qui, pour toi, change fondamentalement un Luke Skywalker d'une Rey? Elle n'a pas de conflit. Elle n'est pas. Alors je sais que c'est très archétypal, mais un héros est quelqu'un qui est comment dire, qui sent un appel extérieur, qui a peur de s'y confronter, et que les événements vont l'obliger à s'y confronter, qui fait preuve au départ pas du tout de courage, mais de crainte, qui est désarmé par rapport à l'énormité de la tâche qui l'attend. Rey, on va dire l'appel de l'aventure, c'est Finn qui s'en charge lorsqu'il vient à elle. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle défonce la gueule bravement de 3 mecs en faisant des sidekicks dans des kicks retournés dans tous les coins. C'est bon, c'est déjà une héroïne. Mais pour moi, c'est dans la logique de... on lui a parlé de la force et 5 minutes après, elle est en train de l'utiliser sur un Stormtrooper. Elle chope un sabre laser, elle se bat comme un chevalier Jedi. Il n'y a pas du tout l'effort qu'un personnage héroïque devrait fournir pour se hisser à la hauteur de la tâche qui l'attend. Non, par rapport à ce que dit. Non, mais il a raison. Et en même temps, ce connard. Je déteste. Mais ne me touche pas. J'ai toujours détesté les puits. L'obsession sur les puits. Non, il a raison, mais juste par rapport à ce qu'il disait sur le fait qu'elle kick des mecs très rapidement, etc. Son personnage est quand même caractérisé dès le début à Rey comme une personne qui a grandi manifestement seule à l'abri de ruines d'un croiseur interstellaire échoué sur la planète Jakku. Elle vit. Ils ont voulu, mais ça aussi, à la limite, c'est un truc marketing de la part de. Je suis persuadé qu'il y a une intention marketing derrière tout ça. Ce personnage-là, d'ailleurs, il le disait. Daisy Ridley le disait elle-même dans ses interviews promo à Londres en junket. Elle dit ils ont voulu faire de Rey un personnage de fille, de femme auquel les jeunes femmes, les spectatrices pourront s'identifier, contrairement à la princesse Leia qui était une princesse avec tous ses attributs de princesse, etc. Rey, au contraire, c'est une nana qui doit se battre pour gagner sa croûte. Elle est très clairement montrée au début du film comme une tough girl qui a appris à se débrouiller toute seule et qui s'en laisse pas compter, quoi. On l'a souvent comparé à Luke Skywalker, mais il y a un peu de Han Solo quelque part en elle aussi. Donc moi, ça me dérange pas que dès le début du film, ça soit une femme à poigne qui prend le lead très rapidement sur ce gros gourdeau de Finn, et son accession vers la force, c'est pas le truc qui m'a le plus dérangé dans le film, parce qu'après tout, à la fin de la Guerre des Étoiles, à la fin de l'épisode 4, Luke, il trouve tout seul le point d'entrée, il entend Ben Kenobi dans son vaisseau. Il en a chié en entendant. Il en a chié. Il est passé par le compacteur de l'étoile de la mort. Ouais. Il a perdu sa famille. Il a perdu sa famille. Ça, c'est le vrai truc, en effet, qu'on n'a pas du tout, qu'on n'a jamais à aucun moment dans l'épisode 7. Oui. Il a une première expérience de la force en s'entraînant au sabre avec la petite sphère où il réussit. C'est un peu anecdotique. Voilà. Mais c'est déjà on te le montre nul, déstabilisé, paumé, quoi. Enfin, c'est Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Je suis tout petit, qu'est-ce que vous m'envoyez à Mordor, quoi. Je ne vaux rien. Le héros, il doit grandir à travers le récit pour parvenir. Non, mais ouais. Voilà. Et elle, effectivement, qu'on la présente, qu'on ait décidé d'en faire une tough girl. Mais c'était le cas de Nausicaa, sur laquelle d'ailleurs elle semble un petit peu calquée dans les scènes d'ouverture. Voilà. Nausicaa nous est d'emblée présentée comme effectivement une guerrière farouche qui s'en laisse pas compter. Mais elle a des choix difficiles à faire. La tâche qui l'attend est énorme. Ouais, il y a un peu... En fait, le souci, c'est qu'il y a des choses qui ont été manifestement préparées et qui ne sont pas dans le film. On voit beaucoup de scènes dans les dessins préparatoires où Rey regarde des vaisseaux qui décollent et où c'est manifestement quelqu'un qui rêve d'aventure. Elle évoque aussi très brièvement dans le film le fait qu'elle est peut-être attendue et que quelqu'un va peut-être venir la rechercher. Donc, peut-être qu'il y avait quelque chose à faire autour de ça, justement, autour du fait qu'elle était partagée entre le choix de rester et le choix de partir, un peu comme Luke finalement, sauf que foutu d'une manière différente. Mais tout ça est pas dans le film. Ça a été dans la suite. Mais même pas, en fait. C'est dans le bouquin Art of, où on peut voir des dessins préparatoires qui sont très cool. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est très dommage, parce qu'avec 2-3 plans supplémentaires, on l'a caractérisé beaucoup mieux que ça.
Mais surtout qu'apparemment, il y a quand même, je crois, une demi-heure de scène coupée, donc c'est peut-être aussi un. Il y a quand même, il y a pas mal de trucs qui commencent à circuler, des plans, un speeder dans la neige, des dessins. Il y a beaucoup de choses qui ont été envisagées, qui sont de super idées. C'est tout bête, hein, mais par exemple, ils voulaient montrer que pourquoi est-ce que Luke Skywalker est parti, etc. Ils voulaient montrer que les chevaliers de Ren détruisaient tout ce qui appartenait à l'ordre Jedi. Et il y a des scènes qui ont été imaginées où ils vont détruire des reliques. Ils vont détruire des statues, ils vont détruire des temples. C'est tout con, mais ça prend 5 minutes de film supplémentaire et tout de suite, tu as une épaisseur qui manque en fait. Et donc justement, pour parler des trucs qu'on voit dans le film et de ceux qu'on voit pas, au fond, il faut quand même rappeler qu'il y avait eu une première ébauche de scénario pour un éventuel Star Wars 7 à l'époque de George Lucas et qu'il y a C'était pas une ébauche de scénario, c'était vraiment des discussions autour d'une table avec une script qui récupère les notes. On a un exemple de ce type de document sur les aventures à l'Arche perdue. C'est ressorti sur Internet ces dernières années. Donc un script de la réunion où Spielberg et Lucas commencent à jeter les grandes bases de ce que sera Indiana Jones. Et en gros, c'était ça, ce que Gary Kurtz racontait dans ses interviews concernant l'épisode 7, ça n'avait jamais passé même le stade du synopsis en fait. Mais effectivement, il y avait des éléments qui question avec de la sœur de Luke qu'on découvrait dans l'épisode 7 et d'après ce que j'ai compris, qui était effectivement un personnage solitaire, probablement scavenger, comme les Rey, quoi. Et donc du coup à la base Lucas avait des histoires a priori qu'il avait proposées à Disney notamment pour cette trilogie. Lui justement il voulait se baser sur une nouvelle génération de héros donc qui est l'âge de Rey et tout ça, mais qui soit complètement détaché des anciens personnages. Donc Han Solo, Leia, tout ça, ils étaient vraiment restés à la trilogie originale et on passait avec des nouveaux héros et un peu comme la prélogie à des nouveaux mondes, des nouveaux vaisseaux, des nouvelles choses. C'est toujours Star Wars, on commence toujours par « Il était une fois dans une galaxie lointaine, très lointaine », mais comme la prélogie, on découvrait de nouvelles choses. Mais pour le coup, Disney a préféré un truc plus transitif. On se retape le Faucon Millennium pour 3 films, on reprend Chewbacca, on reprend les TIE Fighters, on reprend les X-Wing et Lucas avait quand même envisagé de les faire revenir dans son script, hein, parce que c'était lui-même qui, enfin, on l'a encore si j'en crois c'est pas ce qui le motivait, mais c'est quand même lui qui les a convaincus. Voilà, comment c'était juste avant justement le deal avec Disney, c'est pas lui qui a convaincu les vieux acteurs. Si, c'est lui qui était qui leur a fait la claque aux 3 principaux et s'assurer qu'ils étaient ok pour mettre la main à la pâte. Il avait eu des réunions, justement des rencontres avec. Donc il avait quand même prévu de les faire revenir pour opérer quand même une transition entre l'ancienne génération et la future à convertir. Voilà. Mais c'est vrai que je crois que DJ Abrams, en accord, puisque quand même tous ces gens ils ont des intérêts qui vont tous dans le même sens, que ce soit Bad Robot, que ce soit Kathleen Kennedy à la tête de Lucasfilm et évidemment Disney, l'intérêt de tous ces gens-là c'était évidemment de pousser davantage le curseur des anciens et de les rendre plus présents, avec notamment Harrison Ford qui est vraiment la star, c'est pas un hasard si c'est le seul de tous les anciens qui a été le premier à apparaître dans le trailer qui a fait délirer tout le monde à la Star Wars Celebration en avril, quoi. Bah après, quand on faisait réapparaître Leonard Nimoy dans le reboot de Star Trek, c'était déjà un indice pour Star Wars révélé. Non mais c'est fou, comme d'ailleurs il y a des passages dans l'épisode 7 de Star Wars qui me font penser au premier Star Trek de J.J. Abrams, hein, toute la partie là que je trouve hyper lourde avec les monstres dans le vaisseau qui marque la première apparition d'Han Solo. J'avais l'impression de voir le sketch avec la grosse langue et les mains gonflées là dans Red Dwarf. Oui, voilà quoi, mais en plus on fait apparaître à ce moment-là les acteurs de The Raid pour le coup, donc mais des failles de ouf. Exactement, mais en fait ils ne font aucune action. Donc est-ce que c'est juste pour parler au public asiatique qui va découvrir Star Wars notamment moi je serais pas étonné que ce soit dû à ces réécritures successives, hein. Si ça se trouve il aurait préparé une autre séquence qui a été abandonnée en cours de route. Parce que la scène ne sert vraiment à rien, et en plus tu fais ramener des acteurs qui savent se battre à l'écran et ils ne font rien, tout simplement. Ils fuient des monstres en CGI, quoi. Donc, et puis je profite d'être à côté de mon puits de science là. Mais toi, Rafik, tu n'as pris aucun plaisir à voir le film ? Non, enfin pas plus. Non, le plaisir c'était en sortant de la salle. De toute façon, je m'attendais pas non plus à prendre un quelconque plaisir. J'y suis pas allé un peu comme on va faire ses devoirs, quoi. J'avais mes collègues de capture qui comptaient sur moi pour faire une critique. Je dis bon je vais y aller, mais au moins j'étais apaisé. Contrairement à l'épisode 1, épisode 2 où j'avais du mal à décolérer parce que c'était quand même le créateur qui se rendait responsable de ça. Là, voilà, pour moi j'allais voir une prod Disney et Abrams étant quelqu'un qui m'a jamais impressionné en termes de réalisation, voilà, je m'attendais à pas grand chose, mais j'en suis sorti encore une fois sans
sans colère, juste surpris de voir que des choses qui m'apparaissaient souvent faciles puissent fonctionner, puisque j'étais dans une salle où le public était manifestement enthousiaste, quoi. Il y a une partie de la critique française quand même qui est aux anges avec le film. Je sais pas si tu lis les critiques. Ça a toujours été un classique de toute façon sur Star Wars. Si tu lis l'Obs, les Inrocks, c'était le cas sur l'épisode 2. Ça, j'ai pas compris. Ce qui était le cas sur l'épisode 2. Ouais. Et ça, c'est quand même. Et ça, il faut bien le prendre en compte, tu vois. De même qu'il y a des énormes. Je vois sur les réseaux sociaux énormément de fans, jeunes ou moins jeunes, qui ont pris un authentique plaisir et qui ont été authentiquement touchés par le film. Ça, on ne peut pas l'écarter comme ça, tu vois, d'un revers de main. C'est malgré toutes les réserves qu'on peut avoir pour le film. Donc il y a bien quelque chose dans ce film qui a fonctionné. Est-ce que ce serait pas généré par l'effet de masse? Parce que moi, justement, ça me fait penser à un collègue que j'ai vu sortir le jour de la sortie en me disant putain, j'ai vu Star Wars. Défonce, et qui est revenu il y a une semaine en me disant au fait j'ai revu Star Wars. C'est vrai que 3 semaines après la sortie c'est pas si on a eu encore plus impressionnant lors d'un podcast qu'on avait fait, moi je n'avais pas encore vu le film, d'un autre podcast qu'on avait fait avec en présence 2 invités, des mecs qui bossaient pour France Info et qui ont débuté le podcast de nos ciné. Tout à fait. Mathieu Mondoloni et Baptiste Schweitzer. Et qui ont démarré le podcast en disant à quel point ils avaient pris du plaisir au film. Après ils nous ont laissé nous troller comme des malades pendant 30 minutes et à la fin on est revenu vers eux. Et entre-temps, ils trouvaient que finalement, c'était pas si bien que ça. Je me dis, en une simple demi-heure de conversation, déjà, il y a des choses qui s'écroulent, c'est pas forcément bon signe, quoi. Est-ce que c'est pas le problème, finalement, avec Star Wars, d'être passé d'un petit truc de geek à un espèce de phénomène de société où finalement, faut plus aller voir Star Wars parce que t'as envie de voir Star Wars, faut aller voir Star Wars parce que pour être bien vu en société, faut l'avoir vu. Et c'est aussi, moi, je sais que c'est un truc que j'ai un côté un peu militant là-dessus, mais depuis la sortie de l'épisode 1, je suis dans une posture d'emmerder un peu les gens en leur disant si vous voulez du Star Wars, évitez du Star Wars. En 97 ou 18, je sais plus, c'était en 98 qu'est sorti l'épisode 99. 99, voilà. J'avais fait un papier que je concluais en disant de toute évidence, le nouveau Star Wars, il est en train de se tourner en ce moment en Nouvelle-Zélande par une équipe dont tout le monde se fout, parce qu'à l'époque, c'était un projet dont on parlait pas dans la presse. Mais c'était pour moi une façon de signaler aux gens, si vous voulez vraiment vivre l'expérience Star Wars, c'est-à-dire un truc qui déboule d'on ne sait où, qui vous prend complètement par surprise, dont les ambitions sont démesurées par rapport à ce qu'on en attend, parce que si on parlait pas beaucoup du Seigneur des Anneaux 99, c'est parce que les gens n'en attendaient rien. Tu vois, c'était quand même une marque assez identifiée. Le roman de Tolkien était chez les connaisseurs. C'était pas comme Star Wars de 77 qui là vraiment pour le coup sortait de nulle part. Pendant 2 ans, j'ai été par la force des choses le seul journaliste en langue francophone à écrire sur le film. C'était la marque d'un désintérêt profond. Mais encore une fois, parce que les gens n'en attendaient rien, jusqu'à ce qu'ils voient les premières images à Cannes en 2001, et que là, il y ait tout d'un coup une effusion parce que, qu'est-ce que c'est que ce truc, toi ? De la même façon, j'imagine que les gens en 77 ont vu les premières images de Star Wars en disant, mais qu'est-ce que c'est ? D'où ça sort, ce truc ? Bon. Donc voilà, et de dire aux gens que ça arrive tout le temps, enfin régulièrement, on a des projets qui devraient nous enthousiasmer de la façon avec laquelle Star Wars nous a enthousiasmés. Et il y a aussi, pour moi, un aspect fondamental, quelque chose qui ne soit pas commandé par le sommet de la pyramide. Un créateur qui fait chier son monde, qui impose sa vision. Alors voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de réserves vis-à-vis d'un film comme Avatar, mais on peut pas lui retirer que c'est l'obsession d'un mec pendant 15 ans à essayer de faire son truc. Et c'est un film qui, d'une certaine façon, ne serait-ce que visuellement, a stupéfait le public. Lorsqu'il est arrivé, on n'avait jamais vu quelque chose qui ressemble à ça. Et ce facteur waouh, pour moi, il est plus possible de l'avoir sur Star Wars. Il est possible de faire des bons films Star Wars aujourd'hui, mais il est plus possible d'avoir un marqueur comme Star Wars a pu l'être à l'époque. On ne peut le faire que sur de nouvelles franchises. Est-ce que tu dirais justement que de la même manière que le Seigneur des Anneaux a été un peu le Star Wars des années 2000, Avatar sera peut-être le Star Wars de cette décennie? Beaucoup trop tôt pour le dire. Mais maintenant, moi, je soupçonne qu'il y a une attente et une fanbase infiniment plus importante sur Avatar que ce que la presse donne l'impression, parce que là, je vois des articles, notamment je crois que c'est Wired, qui s'amuse à dire 3 ans après sa sortie, le film est déjà complètement oublié. On va leur dire oui, on va voir la sortie du 2, comment ça va se passer, parce qu'en réalité, il y a toute une population qui n'a pas la parole et qui, elle, continue chaque année à se déguiser en avis à Halloween. Non, mais voilà. C'est pas des mais de la même façon que les fans de Star Wars en 78-79 n'étaient pas entendus par
par les médias ou pas compris, tu vois. Enfin, et ça, c'est un truc qui est vraiment essentiel. Culturellement parlant, pour moi, c'est essentiel. Il y a une phrase, mon collègue et ami Pacôme Thielman racontait une interview de Frank Zappa, dans laquelle Zappa expliquait que les producteurs de disques complètement largués qui connaissaient rien au rock n'avaient jamais été un problème. Ils n'avaient jamais été un problème parce que c'était des mecs, en gros, on leur disait « Ok, ce truc, ça marche, ça plaît aux jeunes, donc on va le produire, sauf qu'on sait pas ce que c'est. Donc on va laisser ces couillons de chevelus faire leur machin. » Et Zappa dit c'est lorsque de jeunes de vos auditeurs se sont hissés dans l'échelle sociale, commencent à rentrer dans les maisons de disques et ont des postes clés, c'est celui qui connaît votre musique qui va devenir votre ennemi. Parce que lui, il a la prétention de savoir mieux que tout le monde de quoi le public a besoin. Et on est dans cette dynamique par rapport à Star Wars aujourd'hui, comme on l'est par rapport à Marvel. C'est-à-dire que ces majors, les gens qui bossent aujourd'hui dans les majors, sont des gens qui ont grandi avec cette culture-là et qui sont persuadés de la comprendre, de la maîtriser, de savoir ce qu'ils doivent en faire. C'est pas eux. Encore une fois, j'insiste là-dessus, ils devraient être largués. C'est des gens qui devraient être des financiers pour des créateurs fous, starbés, qui leur amènent des choses venues d'on ne sait où. On ne laisse plus passer aujourd'hui ces projets-là. C'est terrifiant de se dire qu'en 15 ans, c'est énorme, 15 ans, il n'y a eu que Matrix et Avatar comme nouvelle franchise de la culture geek vraiment d'importance, quoi. C'est désespérant. Et là où tu as raison, c'est que la seule franchise finalement qui peut nous surprendre maintenant, c'est Avatar en fait, parce que quand on regarde un peu dans ce qui nous attend dans les prochaines années, on est il mal n'y a pas barré. grand-chose d'autre d'annoncé, tu vois, il n'y a pas de... De toute façon, c'est jamais annoncé. C'est jamais annoncé, non. Matrix, 6 mois avant sa sortie, c'était Non, c'est jamais annoncé. Mais nous qui traînons un peu quand même sur des forums internet, dans des trucs un peu peut-être plus underground, nous on a peut-être un peu déjà des échos de choses. Moi je me rappelle en 99-2000, tu disais que personne parlait du Seigneur des Anneaux, mais moi j'étais sur un petit forum planqué sur Internet, sur Multimania, sur Internet, où on dénichait des photos de tournage à l'époque de trucs qui n'ont jamais abouti dans le film d'ailleurs. Donc Rafi parlait des grands médias plutôt. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que voilà, nous, autour de cette table, on traîne un petit peu dans l'underground, et s'il y avait un projet qui allait germer, peut-être que on aurait plus vent du projet en question que les grands médias. Ce qui nous revient régulièrement, par contre, à l'oreille, pas seulement par Internet, mais aussi par les gens qu'on peut rencontrer du fait de notre métier, c'est tout simplement que ça n'est plus possible. Enfin, je veux dire, les majors ne veulent plus de nouvelles franchises pour des tas de raisons qui sont des raisons de contrôle, en fait. Puis on a eu la preuve de toute façon l'an dernier avec Jupiter Ascending et tout le Roland, de trucs qui sont des projets qui ont été supportés finalement par les studios. Bah justement, par rapport à ça, c'était Jeff Robinoff qui était directeur des créations chez Warner, qui est le mec qui est derrière donc la relance de la franchise Batman, donc qui a donné sa chance à Nolan et donc qui a fait la méga trilogie, qui a commandé la trilogie Jupiter Ascending aux Wachowski, qui est derrière le reboot, enfin le remake de Pan de Joe Wright, c'était lui qui était à la base. Après, bon, le projet Rim, ça devait être lui aussi. Pacific Rim, c'est lui, Mad Max. Donc on voit tous ces films-là, que même Gravity. C'est ce mec-là qui a donné sa chance justement à des projets fous, et finalement le gars il était viré parce que apparemment c'était trop fou par rapport à ça. Au fond, c'est pas un bon deal. C'est-à-dire que Matrix, c'est pas un si bon deal pour la Warner. Avatar, c'est pas un bon deal pour la Fox. Comment dire, les droits appartiennent aux créateurs qui décident de ce qu'on en fait ou pas. T'as pas le droit de faire des savonnettes Matrix sans en référer. Voilà. Ouais, Jean-Victor aurait été intéressé. Savonné comme Néo. Et ça n'intéresse pas les majors d'être à ce point dépendantes de ces créateurs. Et c'est la raison pour laquelle ils ont tellement de difficultés à monter des projets, quand bien même ils ont prouvé leur pérennité au box-office. Il faut quand même se rappeler qu'il y a eu deux énormes projets de Peter Jackson qui n'ont jamais abouti, de tirer de franchises qui ont la capacité d'être énormes. Je pense notamment à Halo et Evangelion. Voilà, ou les montagnes hallucinées de Guillermo del Toro. Enfin, quand tu entends un studio comme Universal te dire officiellement qu'ils vont pas produire un film produit par James Cameron avec Tom Cruise en vedette, réalisé par Guillermo del Toro, parce que c'est risqué commercialement. Pardon. Parce que pour eux, c'est en effet une franchise qui ne parle pas au mass market.
au mass market. Non, quoi. parce que pour eux, c'est un truc sur lequel ils n'auront aucun contrôle. Tu ne contrôles pas James Cameron, tu contrôles pas Del Toro, et tu contrôles pas Tom Cruise. Donc en gros, ils deviennent. C'est une question de génération à ce moment-là, de décideurs. Il faut attendre qu'une autre génération peut-être de décideurs arrive à la tête de ces studios-là. Il faut avec espérer une simplement autre, que leur politique finisse par les ruiner, mais ça ne prend Ils pas sont cette pragmatiques tournure. finalement ces gens-là. Est-ce que justement, à propos de ça, il n'y a pas moyen maintenant que Disney s'est rassuré avec le succès de Star Wars qu'ils aient plus la manip sur les prochains épisodes que par exemple, alors j'ai lu un truc comme quoi visiblement le script de Rian Johnson serait le plus fou, enfin le plus bizarre jamais vu dans un Star Wars. Évidemment, c'est sûrement une déclaration marketing, mais est-ce que quelque part c'est pas possible que avec le succès de celui-là, derrière on leur laisse un peu plus la main libre? Moi, j'y crois pas en fait. Et ça rejoint ce que je disais au début du podcast, c'est que moi j'étais un peu naïf et j'y croyais au début. Et autant je trouve des qualités au Réveil de la Force, autant maintenant que le truc est fini et qu'on voit l'hyper sérialisation, le marketing derrière, etc. Je pense que justement, c'est maintenant que ça va devenir chiant. Ah donc. Ouais, carrément. Toi Ouais, qui non. supportes le set, tu dis Non, moi, je suis très embêté parce que maintenant que la franchise est relancée, c'est effectivement une porte ouverte pour se lâcher, montrer des univers nouveaux, créer des personnages, faire dans du mystique parce qu'il y a plein d'aspects de la force qui pourraient être évoqués. Il y a plein de choses à faire, mais je pense qu'on l'aura pas. Ouais, parce qu'en plus, c'est soi-disant ce qu'ils avaient promis aussi avec les spin-offs. Ils expliquaient qu'avec le Rogue One et le prochain Han Solo, ils tenteraient des trucs un peu plus différents de ce qu'est Star Wars à la base. Je regarde Rafik pour m'assurer que je dis pas de bêtises, mais à une époque, Warner Bros avait voulu tenter un peu la même chose avec Harry Potter, à filer certains volets à des réalisateurs qui avaient une patte et des choses à apporter au truc. Finalement, il y a eu que Quaron qui l'a fait, qui a livré le meilleur film de la saga et sans doute le plus décrié. Et après, ils sont revenus à de la mise en scène plan-plan parce que ça rentrait plus dans leur rail. C'est aussi parce que les réalisateurs refusaient. Ils refusaient, entre autres, parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir affaire à une hiérarchie. Enfin, pour ce qui est de Del Toro, parce que c'est lui auquel ils ont pensé très fort. Ils lui ont proposé 3 fois de faire un épisode différent. Ouais. C'est lui d'ailleurs qui a imposé d'une certaine façon Alfonso Cuarón, parce que les gens du studio à l'époque ne connaissaient Cuarón que pour le film Y tu mamá también. Et je crois qu'il y avait eu même des déclarations dans la presse en disant on va pas filer la franchise Harry Potter à un mec qui fait des films où les types s'enculent, enfin un truc comme ça, quoi. Et en fait, ce qui les a finalement convaincus, et peut-être aussi J.K. Rowling a joué son rôle là-dedans, je sais pas, c'est que Cuarón avait fait ce film qui s'appelait La Petite Princesse, qui avait déjà une ambiance british oxfordienne et une certaine maîtrise des effets spéciaux dans les années 90, sauf que ça avait été un énorme échec et du coup tout le monde avait oublié que Cuarón pouvait faire ça en fait. Il avait aussi Jeunet, je crois qu'il s'est exprimé à qui on avait proposé. Ouais, on lui avait proposé, mais pareil. Il a expliqué qu'il avait tellement pas la main. Jeunet, quand il en a rien à battre, ça se voit. Enfin, déjà sur Alien, je crois que tout le monde Mon Dieu. Là où mais c'était quand ils se sont effectivement reposés, en plus, c'est pas par hasard sur un réalisateur sorti de la télé. Je pense pas que c'était par gaieté de cœur en fait. Il me semble qu'ils avaient quand même de plus hautes ambitions avec les Harry Potter, mais le truc était tellement énorme. Oui, personne n'en voulait, donc il y avait que Abrams pour faire Star Wars finalement quelque part. D'ailleurs, je vous pose la question à tous les deux qui êtes de plus grands spécialistes que moi, mais compte tenu des contraintes, machin, est-ce qu'il y aurait un réalisateur autre, avec une patte un peu plus marquée, qui aurait pu accepter de faire le Réveil de la Force ? Ou est-ce que vous voyez quelqu'un justement qui serait à même de faire peut-être un bon Star Wars dans la suite ? Déjà, on parle de Rian Johnson, etc. Mais le risque avec ces réalisateurs-là, c'est aussi qu'ils se retrouvent sur des prods à 250 millions de dollars, à devoir gérer une infrastructure monstrueuse, plus une hiérarchie monstrueuse, sans en avoir l'expérience au préalable. C'est généralement casse-gueule. Mais moi, je sais que dans les réalisateurs qui sont révélés ces dernières années, il y en a un qui, pour moi, serait tout à fait en mesure de nous créer une franchise, si simplement les studios lui faisaient confiance, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est Juan Antonio Bayona, à qui on propose de façon débile de faire un Jurassic Park, alors que ce type aurait moyen de lancer un truc nouveau, quoi. Ouais, c'est le mec qui vient justement de refuser, il a annulé World War Z 2. Probablement pour faire Jurassic World 2.
Donc bon, après, c'est simplement parce que ce type-là a un talent manifeste de cinéaste que je dis ça. Mais je pense que même sur un projet aussi démesuré, il risquerait de se casser la gueule. C'est pas, voilà, c'est pas un James Cameron quoi, qui est capable de gueuler sur à qui personne ne fait peur. Quoi. Et peut-être Phil et Chris Miller, vu que c'est quand même des mecs qui ont fait un film sur une marque de jouets, qui ont quand même réussi un peu à exploser le truc. Est-ce que ces mecs-là, sur le spin-off Han Solo, vous pensez qu'ils ont peut-être un truc à jouer ou... Bah, ils vont nous faire. Vous avez pas aimé. Je crois pas une seconde. Ouais, si vous avez pas aimé la séquence Gardien de la Galaxie de Star Wars avec Han Solo, vous allez avoir le même problème avec le truc de Phil. Enfin, je pense qu'ils les ont engagés pour aller dans cette direction. Ok. Moi, je crois un tout petit peu à Rogue One quand même, mais uniquement, Oui, parce que c'est pareil, Gareth Edwards, uniquement pour Gareth Edwards, quoi. Parce que vraiment, son Monster, c'était tellement. Enfin, moi, je sais que le film a aussi des détracteurs, mais moi, j'ai adoré Monsters. Ouais, là, pour le coup, voilà, pour moi, c'était une proposition de film de monstre que j'avais jamais vu dans sa mise en scène. Mais qu'on retrouve pas forcément dans Godzilla. Ah, exactement, qu'on retrouve pas forcément dans Godzilla. Rogue One pourrait avoir effectivement l'intérêt, ne serait-ce qu'esthétique, c'est-à-dire si on laisse quelqu'un. Il faut le laisser, voilà, quoi. Faire autre chose avec du Star Wars que d'en rester justement à ce filmage de un petit peu 1977 quoi. Mais c'est marrant parce que les gens oublient que dans l'Empire contre-attaque il y avait des prises de risques intéressantes. Enfin, le coup d'avoir des crashs, d'ailleurs ils le font 2 fois dans le film, des crashs de vaisseaux vus de l'intérieur du cockpit. Ouais. À l'époque, il y avait un côté expérimental, quoi, qui était un peu live. Ouais. Alors, t'as vu ce qu'on ils nous ont fait un plan de ouf là. J'ai pas l'impression qu'on s'autoriserait ça sur un Star Wars aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment à prendre des risques esthétiques, à se dire on va pas filmer ça comme vous avez l'habitude de le voir. Voilà, même le Star Wars Réveil de la Force. Moi, je vois un Star Wars, mais avec les effets spéciaux d'aujourd'hui. Je vois pas une nouvelle révolution, parce que même la prélogie, ils proposaient toujours de nouvelles choses au niveau des effets spéciaux, que là, pour le coup, c'est les effets spéciaux qu'on voit dans les autres films actuellement, c'est le même, sauf que ça a posé sur Star Wars avec les vaisseaux. Quoi. Mais écoute, t'as pas un petit regain d'affection, Rafik, pour la prélogie, là avec son côté, justement, au moins prise de risque, quelque part J'allais finir sur ça, parce que le retour, il y a un article de Slate que je trouve assez juste, qui dit que Star Wars, le réveil de la Force, n'est pas le plus mauvais des Star Wars, mais le moins intéressant. Est-ce que justement vous rejoignez ce point de vue? Parce que on sait que sur cette table, il y a des gens qui détestent la prélogie, j'en fais partie aussi. Bah, c'est le plus transparent. C'est sûr qu'on peut pas dire de la prélogie qu'elle est transparente. Quand elle a déboulé, tout le monde se l'est prise dans la gueule. Quoi. Enfin, voilà, tu peux pas passer à côté. Ça laisse pas indifférent maintenant. Oui, cet épisode-là, mais c'est sa condition même enfin, c'est le premier. Historiquement, c'est le premier Star Wars entièrement décidé par une major. Donc, on voit à quoi ressemble un produit culturel qui a été conçu par des costards cravates. Je sais que c'est un peu caricatural comme discours, mais voilà, on dira ce qu'on veut donc des films de George Lucas. Je pense que la prélogie, ce sont des films de merde, je l'ai toujours dit, je le pense encore aujourd'hui. Ce sont des films de merde qui sont des films d'auteur, qui n'appartiennent qu'à leur auteur fou qu'était Lucas. Et tu préfères quoi finalement ? Comment ? Quitte à renoncer, tu préfères le film de toute façon, je me suis toujours, et ça c'est un truc qui m'a souvent mis en désaccord avec la communauté geek, parce que les geeks ont tendance à plus à accorder beaucoup plus d'importance aux univers qu'aux créateurs d'univers. Moi j'ai toujours été du côté des créateurs. Et je suis toujours en porte-à-feu avec eux pour cette raison-là. C'est-à-dire que effectivement, je me désintéresse d'un projet dès l'instant où j'ai vu le nom du réalisateur et qui me convient pas, je m'en fous. Tu me dis Conan le Barbare par J.J. Abrams. Marcus Nispel. Par exemple. Alors, rien à foutre, vraiment rien à foutre. Et à l'inverse, je sais pas, une franchise dont j'ai pas grand-chose à secouer, les Goonies le retour, par exemple, dont je me fous complètement des Goonies. Pareil. Tu me dis les Goonies le retour par Juan Antonio Bayona, je fais tu vois, moi j'ai toujours été du côté des créateurs. Et vous ? Moi j'ai toujours défendu la prélogie. malgré tous les défauts qu'on peut notamment attribuer à l'épisode 2, tout ça, il y a beaucoup de choses. Et c'était aussi riche, mais évidemment différent que les précédents films. Voilà, et pour le coup, Lucas, il avait tous les pouvoirs dessus. Donc au niveau de sa vision d'auteur, on peut rien dire dessus pour le gars. Le gars, il avait tous les effets spéciaux qu'il voulait. Il était producteur exécutif, scénariste, réalisateur. Enfin, il avait tous les pouvoirs. Donc pour le coup, on avait vraiment sa vision, alors que dans la trilogie originale, il était limité par le budget, la technologie et puis le temps aussi, parce qu'il pouvait pas tout faire avec la sortie qui était prévue. Donc là, pour le coup, c'était vraiment la vision de Star Wars qu'il voulait dès le départ.
On accepte ou on n'accepte pas. Moi, je reconnais aussi complètement qu'il y a des défauts dans la prélogie, mais je préfère largement me remater les épisodes 1, 2, 3 que encore l'épisode 7 où c'est creux, quoi. Parce que moi, je vois un monde Star Wars, mais je cherche à gratter un petit peu sur la surface. Moi, quand je fais ça sur les autres films, je vois du western, je vois du peplum, je vois le monomythe, je vois Campbell, je vois les cultures, enfin... Plus je gratte, plus j'ai des choses à voir. Que là, je gratte et je m'arrête à la référence de ce film-là, c'est Star Wars. Un film qui cite ses propres aînés. On en revient à la nature même du cinéma de J.J. Abrams. Vraiment, même quand il fait Super 8, qui est vendu comme son projet personnel, son scénario original. Tu vois un film Néo, Amblin, Néo, Stand By Me, Néo, tout ce que tu veux. Des influences non digérées d'Abrams, qui fait vraiment des métafilms. Voilà, c'est tout. Et Le Réveil de la Force, c'est ça. Mais encore une fois, il n'est pas désagréable à regarder, ce film. Voilà, j'ai quand même pris un relatif plaisir parce qu'il y a quand même certains plans qui décoiffent, j'entends le premier envol du Millennium Faucon, il n'y a rien à faire, tu peux pas t'empêcher de te dire ah oui quand même c'est quand même rudement bien gaulé, il fallait le penser ce plan. Il y a quelques autres petites choses comme ça dans le film qui sont très agréables à regarder. Le film n'est pas désagréable à regarder, il est monstrueusement désincarné, c'est le problème. Moi, j'aime beaucoup le film, je le répète, parce que je veux pas qu'on ait l'impression que j'ai retourné ma veste entre le papier que j'ai écrit et maintenant. J'aime beaucoup le film, mais pour rejoindre un peu ce qui a été dit ici et ailleurs, moi, c'est un peu l'aspect doudou qui me plaît là-dedans. J'ai l'impression d'être, en y repensant, de repasser devant une vitrine d'un magasin de jouets et d'avoir retrouvé le vieux nounours de mon enfance et d'être rentré l'acheter. Et donc, effectivement, je suis hyper content de le retrouver et je prends du plaisir avec ça. Mais je rejoins en même temps Rafik, où finalement, c'est le plus transparent pour moi. C'est le moins original. Comme on disait, finalement, la prélogie, j'ai beau ne pas aimer la prélogie et surtout pas la menace fantôme, il faut bien reconnaître qu'au moins il y avait une volonté de proposer des choses qui étaient nouvelles, qu'on ne retrouve pas ici. Est-ce que tu n'as pas justement peur de t'ennuyer pour finir sur les prochains films? Est-ce que tu penses que peut-être que pour en référer au grand public, cet aspect doudou, il va marcher sur un film, deux films, peut-être qu'au bout d'un moment ça va les faire suivre? Moi, je m'inquiète un peu de ça. En fait, moi, j'ai assez peur de l'épisode 8, en plus parce que c'est Rian Johnson et que je déteste son Looper. Je pense que c'est vraiment un des pires films qui a été fait depuis très très longtemps. Ah, tu détestes Looper? Je déteste Looper, c'est vraiment... Enfin, je supporte pas. Donc ça me fait assez peur. Je vais le regarder. L'épisode 8 m'intéresse parce que je veux voir la pierre supplémentaire qui va être ajoutée à ce début d'édifice et je veux voir vers quoi ils vont aller. Je suis intéressé surtout par Rogue One parce qu'effectivement il y a une proposition, il y a peut-être des choses un peu qui peuvent être différentes. Mais moi, si après Rogue One et après l'épisode 8, c'est toujours pareil et j'ai vraiment l'impression, je suis toujours transparent et ils nous font du remake et c'est du déjà vu, je vais jeter l'éponge. Hein. Et Rafik, tu vas aller le voir? Tu envisages de voir l'épisode 8 J'ai tous été les voir en salle. J'ai été voir l'épisode 3 en salle. Et il fallait voir l'état d'esprit dans lequel j'étais. Dans le genre, j'ai tout abandonné, tout lâché, j'en ai plus rien à foutre. Mais c'est vrai que j'y vais par acquis de conscience. Ouais, masochisme. Non, mais c'est ça, par professionnalisme aussi. Non, mais ouais, comme on retourne visiter sa femme décédée il y a 20 ans au cimetière, tu vois, on sait qu'il ne reviendra jamais. Ouais, mon analogie du doudou était quand même un petit peu plus agréable. Là. Oui, c'est un gros nécrophile, Rafik. Je pense que ça entretient une forme de culture mortifère, cette idée justement de systématiquement se retourner vers son enfance. Je suis dans une position très bizarre ces dernières années parce que moi je suis passé de la case, j'essaie de défendre ces films qui sont méprisés, mal aimés à l'époque où ils sortaient, je parle des années 80, à aujourd'hui passer mon temps à gueuler, mais foutez-nous la paix avec les années 80, laissez tomber ces films et passer à autre chose parce que les gens m'emmerdent avec Retour à le futur, avec Predator, j'ai adoré ces films, c'est des films que je me suis battu pour ces films-là et aujourd'hui je dis aux gens foutez-les à la poubelle, je vous en supplie, brûlez tout ça parce que j'en peux plus c'est étuffant, c'est en vraiment... tout cas laissez-les où ils sont et arrêtez d'essayer de les remaker, de les refaire.
Voilà, n'y touchez pas, c'est tout. Voilà. Et puis même et au public de dire au public, mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne, quoi. Vous êtes en train de fêter Retour vers le futur comme le sacre-saint. Et la même semaine, vous refusez d'aller voir le nouveau film de Robert Zemeckis. Mais vous êtes en train de un peu raté, tirer des balles dans le pied. C'est dingue, quoi. Et Zemeckis qui le dit explicitement, je ne pourrais pas aujourd'hui faire un film comme Retour vers le futur. Ce sera un échec. Tu vas donc aller voir la suite de SOS Fantôme, hein, Ghostbusters 2 avec toutes les gonzesses là. Tu l'attends avec impatience. Non, mais bon, déjà, l'original, voilà, j'ai jamais été un grand admirateur. Mais pourquoi pas, encore une fois, s'il se passe quelque chose, si jamais il y a un accident industriel, qu'il se passe quelque chose. Encore une fois, c'est comment dire. Ces films-là ne devraient pas être décidés en haut lieu. Ça devrait venir d'en bas. Ça devrait venir de choses non prévues, dont on ne veut pas, donc on ne comprend pas. On parle de cinéma comme on peut parler de musique. Toute la création est concernée par ça. Elle peut pas venir d'un groupe de travail de type marketing, quoi. Ça doit venir d'un accident. Voilà. Chemin de traverse. Moi, je vois tous les films qui m'ont énormément marqué récemment et qui ont marqué aussi mon entourage. Je sais pas, c'est les Gravity, c'est les Mad Max, et que c'est l'acteur qui a mis 10 ans à vouloir le mettre en place, qui a mis tout son argent là-dedans au dernier moment parce que les studios ils voulaient plus rajouter un peu d'argent. Tout d'un coup, il se ramasse tous les Oscars et on dit ah bah oui, c'était évident, forcément, il ne pouvait que gagner, mais parce que le mec, il avait sa vision, il s'est battu jusqu'au bout, quitte à en mourir pour la porter jusqu'au bout. Et quand je vois, on va arriver maintenant à Fast and Furious 8, on a les Jurassic World 2 qui est lancé, qui va faire 1,5 milliard et tout ça, et on va s'enterrer là-dedans pendant 10 ans. Moi, je trouve ça un peu dramatique, alors qu'en même temps, il y en a qui vont avoir la curiosité d'avoir Mad Max Fury Road, ils vont dire ah bah ouais, en fait t'avais vachement raison, Mad Max Fury Road c'était super bien. Bah oui, évidemment, mais il faut avoir la curiosité d'aller le voir. Oui, parce qu'apparemment il n'y a pas de scénario dans Mad Max. Je pense que vraiment, voilà, quand les institutions s'en foutent, c'est là où il se passe quelque chose. Pour en revenir à Star Wars, donc je réinvite tous les gens qui nous écoutent à regarder Tout Affaire cessante, la série Clone Wars en dessin animé par Genndy Tartakovsky. Complètement. Pourquoi cette série Star Wars est magnifique? Parce que tout le monde s'en foutait, personne ne s'occupait de ce projet-là. Voilà, il n'y avait pas d'enjeu autour de ça. Donc on a laissé cette équipe faire son Star Wars, et il est magnifique comme par hasard. Donc pour finir ce podcast, voilà, il faut dire aux gens, sortez un petit peu de vos gonds, vive les anomalies, vive les accidents industriels, espérons qu'il y aura de prochains créateurs qui feront peut-être péter le moule Star Wars de l'intérieur sans que personne s'y attende. En tout cas, merci beaucoup, magnifique Assemblée de Jedi, d'être venu ici causer de la force. Merci. Jetons-nous dans le puits, tous ensemble. Allez, viens mon Rafik. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures dans l'espace et ailleurs. Vous pouvez retrouver, je rappelle, Rafik sur le magazine Beats. Philippe, on peut te retrouver sur le Daily Mars, je fais très vite. Alexis, on peut te retrouver sur Clone Web, sur Filmosphère et sur le Festival des bons films qu'on remercie parce qu'on a pu enregistrer ce podcast grâce à leur matos. Et enfin, Marc, on peut te retrouver avec moi sur Clone Web, un site qui est bien, qui est chouette, qui est beau. À bientôt tout le monde. Bonne année 2016, c'est quand même bon de le préciser. Et à bientôt vers l'infini et l'au-delà. Bonne année. Ciao.